vient de remettre à notre camarade là un diplôme de porte-drapeau. Vous savez que l'histoire de la résistance est quand même peu connue, y compris même là où elle s'est manifestée de façon spectaculaire, ce qui est le cas ici, évidemment, dans le secteur de Lannion. Ce terrain de cervelle qui a été conquis de haute lutte par 3 compagnies de forces françaises de l'intérieur et qui a permis de mettre à l'abri complètement et définitivement la ville de Lannion à partir du 5 août 1944 dans la journée. Nous avons maintenant des sources de renseignements extrêmement intéressantes qui parviennent par des archives de l'armée de terre au château de Vincennes à Paris, puisque les dossiers allemands, américains, anglais sont débloqués. En particulier, les dossiers américains sont extrêmement intéressants parce que ce sont des documents saisis en Allemagne au cours de la capitulation allemande. Les Américains avaient des moyens que nous n'avions pas et ils ont mis le temps et ils ont exploité ces renseignements. Nous savons maintenant des tas de choses que nous ignorions encore l'an passé. Nous avons l'implantation des unités allemandes dans notre département. Le 74e corps d'armée, général Strop à Guingamp, un régiment, une division plus exactement dans l'est du département, et ici sur notre territoire, la 266e division d'infanterie allemande. Et nous avons les comptes rendus journaliers du chef d'état-major du général Strop sur les opérations dans notre département à partir de septembre 1943 jusqu'à la veille de la libération le 25 juillet. Nous avons donc là une source de renseignement extraordinaire et je dois dire qu'en les lisant, nous avons quand même ressenti une certaine satisfaction. Ceux qui ont rendu compte des événements, avec précision, au jour le jour, au nom de la résistance, ce que nous avons dit ici pendant 40 années, nous pouvons le redire, c'est confirmé actuellement, non seulement par les archives allemandes, mais par les archives américaines. Nous venons d'avoir un document récemment, en provenance d'Angleterre, un document sensationnel et pittoresque. Nous avons là le récit par le major Weiss, parachuté le 9 juin 1944 en forêt de Diot, à la tête d'une équipe Shetburg appelée à coiffer la résistance des côtes du Nord. Et cet officier britannique, parachuté comme beaucoup d'autres avec des renseignements extrêmement sommaires, va analyser d'une façon extraordinaire ce qu'est la résistance. Ça transparaît dans les termes qu'il emploie. Le major britannique classe les gens. D'un côté, les patriotes. De l'autre, dans le texte, les boss. C'était le langage de l'époque. Et il ne s'en prive pas, le major. Et il se dit, mais voilà les gens qu'il faut armer. Vous savez, cette période qui a suivi le débarquement, où on restait à Londres dans l'expectative, le major Weiss a dit, mais il faut donner des armes à ceux qui combattent. Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il raconte tout son périple à travers le département, avec d'ailleurs le colonel Marceau, qui avait pris la responsabilité des forces françaises de l'intérieur, et il raconte cette période cruciale quand même qui a
qui a été l'amorce de la libération. Et tout au long de ce rapport du Major Wayne, on voit le rôle essentiel mené par la résistance. C'est éclatant ce qu'il raconte, y compris même sur notre secteur quand même assez délimité au point de vue géographique. Il cite cette région nord des Côtes du Nord, la région de Lannion, Tréguier, les Ardrieux et Paimpol, et il trouve génial que la résistance intérieure ait réussi à bloquer sur place et à scinder en petits groupes les forces allemandes qui étaient encore virulentes, en tout cas dans les débuts. Et il dit ceci, nous n'avons eu qu'à les cueillir. Et ici, évidemment, à Lannion, c'était fini le 10 juin, mais sur Tréguier, les Ardrieux et Paimpol, le Major Wayne dit, mais nous découvrons une infanterie par compagnie qui accompagne nos chars dans la progression. C'est quand même assez stupéfiant quand on pense que ces garçons n'ont pas reçu de formation militaire. Et c'est quand même extraordinaire, et il s'esclaffe, le commandant Wayne, mais c'est extraordinaire, d'où sont-ils sortis, ces garçons sans instruction qui s'agglutinent aux chars et qui font que toute la partie nord de la presqu'île ici sera libérée sans perte pratiquement. Il déclare également qu'au moment de la percée du groupement tactique US qui passera par notre région. Mais il nous précise de façon irréfutable le détachement Ernest. Le 5 août 1944, quand les forces françaises, les trois compagnies des forces françaises de l'intérieur établissent ici un rideau entre les forces allemandes et Lannion, le 5 août 1944, et il précise plus loin que Saint-Brieuc et Lannion ont été libérés le 5 août bien avant l'arrivée des Alliés, et il dit ceci, nous sommes arrivés dans les Côtes du Nord, nous avons défilé sur un boulevard. Les forces allemandes neutralisées, et donc il n'y aura plus, à partir de maintenant, il sera difficile d'affabuler des choses. Les choses sont vraies, sont précises, et je crois que c'est extrêmement important pour nous de voir confirmer par toutes les sources qui nous viennent maintenant, et je crois qu'il y a là matière à exposer dans les établissements scolaires pour le concours de la résistance, et je crois que c'est pour nous quelque chose d'extrêmement valable. Je reviens maintenant à notre camarade à qui nous avait remis un diplôme. Pour remettre le char sur roue, si vous voulez, pour rétablir la vérité. Vous savez que Jacques Rota a été blessé sur la tête de pont de Nostan peu de temps après notre libération. Les trois compagnies qui ont participé à la libération de Lannion, sans aucune perte dans la population civile, il faut le noter, aussi bien qu'à Tréguier, hein, les Ardrieux et Paimpol. C'est important quand on pense les massacres qui ont eu lieu sur la route de Brest, par exemple. Donc là, nous sommes actuellement en mesure de faire connaître le déroulement complet des opérations. Et c'est ce que nous... Mais ces trois compagnies qui étaient ici le 5 août 1944, ayant pour beaucoup d'entre eux participé aux exhumations, ayant participé à ces choses atroces qui nous restent marquées totalement pour le reste de nos jours. Les dépouilles, les jambes massacrées, les crânes brisés, les bras cassés, les gens éventrés. Mais ces trois compagnies de volontaires ont raisonné de la même façon.
Mais il faut abattre le régime nazi parce que tous ceux qui sont partis là-bas, en Allemagne, en déportation, ils vont les massacrer de cette façon-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui passait. Il y a eu plus de morts dans les camps de concentration entre le mois d'août 1944 et mai 1945 qu'il y en avait eu avant. Et ces garçons-là ont dit, ces jeunes garçons, qu'on a tournés en dérision quelquefois, du fait de leur âge, mais enfin ça, c'est secondaire et banal, ils se sont engagés pour le front de l'Orient. Ils arrivent sur le front de l'Orient, ces trois compagnies sont sur une tête de pont, la tête de pont de l'Ostran. 8000 obus par jour sur 1 km². La même densité d'obus qu'à Verdun. Et ça, les gens ne le savent pas. Et nos gamins sont là-bas. Le jour où Rota est blessé, la veille, c'était Flamme Goisdoué, un garçon de Lannion, 18 ans, qui a été tué. Le lendemain, c'est son compagnon inséparable, Goisdoué, qui a été tué. C'est là que Léon Razurel sera blessé. C'est là que Marcel Diguerre sera blessé. Et nos camarades se battent là-bas et ça passe inaperçu. Ce n'est pas sur place. Alors, il y a là aussi, il faut dire tout ça, il faut rappeler, et que les noms qui sont là et les autres ne restent pas quelque chose d'abstrait qu'on salue comme ça. Il faut absolument que le souvenir se maintienne, qu'il se maintienne sans haine, sans désir de revanche, mais absolument dans la clarté de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus et que nous ne connaissions pas encore des massacres comme cela. Je vous remercie. Des massacres comme cela. Je vous remercie.